me connaissez, certains d'entre vous me connaissent. Jean-Claude Blanchard, je suis élu municipal à Saint-Nazaire. Je suis conseiller régional des Pays de Loire pour le Front National, bien sûr. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui M. Gilles Le Breton, notre député européen, qui est toujours fidèle à ses convictions. Gilles Le Breton est venu déjà 3 fois inaugurer nos fêtes de l'industrie, ce qu'on appelle nos fêtes de l'industrie à Saint-Nazaire. Fête de l'industrie, c'est la fête où les travailleurs de Saint-Nazaire se réunissent, où les sympathisants du Front National se réunissent. Ça se passe en général très bien, mais je reconnais à Gilles son assiduité à Saint-Nazaire. J'apprécie Gilles beaucoup plus personnellement pour, disons, sa démarche politique actuelle, dire que le Front National est toujours une entité et restera une entité, que nous n'avons aucune honte à avoir la flamme sur nous. Ensuite, le Congrès décidera. Bon, je suis heureux d'accueillir mon ami Gauthier Bouchet, à qui j'ai transmis les pouvoirs au conseil municipal de Saint-Nazaire, qui est un homme, je vais dire, vous le savez tous, qui est un homme dynamique, qui est un homme qui n'a peur de rien, qui sait répondre aussi bien à la Carène, où nous n'avons qu'un seul élu Front National, qui sait se battre, qui ne sait pas baisser les bras. Je suis fier d'avoir désigné depuis un certain temps Gauthier Bouchet comme mon représentant. Je vous remercie, je n'ai pas besoin de la rajouter. Merci Jean-Claude pour ces encouragements qui me vont droit au cœur. Je suis fier aussi d'être votre équipe. C'est une aventure humaine que nous vivons depuis 3, 4, 5 ans maintenant. Et si c'était à la refaire, je le referais avec le même entrain et sans doute encore plus de dynamisme et de volonté de vaincre. Merci à tous, à toutes et à tous pour votre venue ici à Montoire de Bretagne, ville de la région nazérienne où nous avons beaucoup d'industries, beaucoup de problèmes aussi, puisque notre industrie ne va pas très bien, vous le savez. Je ne vais pas vous faire un exposé sur l'industrie, ce n'est pas le sujet de cette réunion, mais on aura l'occasion d'en parler avec Gilles, Gilles Le Breton, notre représentant au Parlement européen. Gilles, vous le savez, c'est le défenseur concret de nos intérêts moraux et matériels, et notamment de nos intérêts industriels. Gilles, c'est l'homme qui parle à la tribune du Parlement européen du détachement des travailleurs, de la désindustrialisation, des transferts de compétences en Chine, de ce genre de choses. Gilles va vous faire un exposé, sans doute, de ce qu'il fait au Parlement européen, de la manière dont il nous défend, puisque nous voulons actuellement obtenir des législateurs à l'Assemblée nationale. Nous avons d'ores et déjà des législateurs efficaces, compétents à l'Assemblée européenne. Nous en avons 24 députés Front National, et Gilles est l'un d'eux. Alors vous le savez, mes amis, notre campagne législative qui s'est commencée il y a quelques semaines, tout de suite après le second tour de l'élection présidentielle, notre campagne, elle avance. Et elle s'accélère. Dans cette campagne, je l'ai lancée avec vous le 16 mai dernier à Saint-Nazaire, un grand nombre d'entre vous qui étaient présents. Et vous le savez, dans cette campagne qui est un petit peu inédite, aussi bien au niveau national que local, eh bien, localement, les 3 principales candidates, il faut bien le dire, sont plus ou moins en marche, à des degrés divers, mais elles sont quand même toutes plus ou moins en marche, pour 2 raisons. Déjà parce que ces 3 candidates ont toutes glissé le bulletin de vote Emmanuel Macron au second tour. Et peut-être même certaines, peut-être même au moins 2 d'entre elles dès le premier tour. Et puis, puisque Macron ne sait pas trop si c'est... Macron sait ce que c'est, En Marche on sait ce que c'est la majorité présidentielle. Mais on ne sait pas trop ce que font les Républicains, les socialistes, est-ce qu'ils seront demain dans l'opposition, est-ce qu'ils seront demain dans la majorité, peut-être un petit peu des deux. Toutes ces 3 candidates, ces 3 femmes, qui prétendument rénovent la politique, rajeunissent la politique, rénovent les pratiques, elles sont toutes les 3 en marche. Nous sommes en action, mais nous ne sommes pas en marche. Voilà. Nous sommes la seule opposition, l'opposition patriote à Emmanuel Macron. Nous l'avons prouvé en nous qualifiant au second tour, en engrangeant des millions de voix, et nous le prouverons demain en ayant des dizaines de députés et un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais parmi ces 3 candidates qui sont en marche, nous
nous avons tout de même une marcheuse officielle. Bon, il y a une candidate qui est officiellement en marche. Nous constatons tout de même que cette candidate, qui est un pur produit marketing, puisqu'elle n'existait pas il y a quelques mois, c'est une de ces personnes de la société civile, nous dit-on. Alors la société civile, c'est un petit peu ambigu quand on remarque que c'est beaucoup d'anciens socialistes, des gens qui sont assez haut placés quand même, des directeurs de cabinet, des directeurs de collectivités. Bon. Cette dame-là de la société civile, marcheuse officiellement investie, elle refuse, par exemple, la transparence sur sa déclaration de revenus et de patrimoine. Moi, j'étais clair, j'étais franc du collier, j'ai publié la mienne il y a 3-4 jours de ça. Ça n'est pas réciproque, si vous voulez, du côté des marcheurs, qui prétendument rendent la politique plus transparente, et qui en fait la rendent beaucoup plus opaque. Et cette dame-là, la marcheuse, je constate tout de même que pour marcher bien droit, elle s'est entourée d'un suppléant très à droite. Elle a le droit de faire ça, mais ça montre quand même que En Marche, même s'il prétend rénover la politique, fait toujours de la politique dans les mêmes vieilles gamelles. Et c'est pour cela que nous avons un suppléant qui est un conseiller municipal UDI. C'est pas vraiment du genre à renouveler la politique, me semble-t-il. Quant à ma poursuivante de gauche, il paraît qu'elle est de gauche. Bon, ouais, c'est vrai qu'avec Jean-Claude, on s'est fait la réflexion. Pas terrible cette gauche-là. Quant à ma poursuivante de gauche, elle s'entoure depuis quelques semaines, et depuis hier soir, là, elle est en extase parce qu'elle a 3 nouveaux soutiens. Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira. Les 3 nouveaux soutiens. Les 3 poids lourds du socialisme, les 3 éléphants obèses du socialisme qui viennent de soutenir officiellement cette candidate qui se prétend de gauche. Nous avons des soutiens tout à fait différents. Voilà. Nous avons Gilles, bien sûr, nous avons les gens du Front National, nous avons aussi les gens ordinaires, les Nazériens ordinaires, les Montouarins ordinaires, des gens qui sont des lamaneurs, qui sont des artisans, qui sont des commerçants, qui sont des ouvriers, qui sont des gens qui ne font pas souvent confiance à la politique. Hormis le Front National, parce qu'ils savent qu'au Front National, ils vont trouver des gens qui sont respectueux de leurs paroles, des gens qui, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, quand ils s'engagent à faire quelque chose, qu'ils font cette chose-là. Nos soutiens sont tout à fait hauts, nos soutiens sont populaires, nos soutiens sont des gens ordinaires, finalement. Et c'est très bien comme ça. Nous n'avons pas, effectivement, de puissants ministres ou des ministres déchus pour venir grossir nos rangs. C'est ce qui, je crois, nous rend plus sincères. Mais au-delà de ces soutiens de ma poursuivante, j'observe avec intérêt qu'elle sollicite un débat public. Hier soir, elle a indiqué « il serait intéressant que nous ayons un débat public ». Et je la rejoins tout à fait. Moi, je suis prêt à participer à un débat public, non seulement au premier tour, mais naturellement au second tour. Tour auquel je crois qu'elle ne sera pas qualifiée. Il y aura donc probablement un débat, même si nous exigerons que toutes les nuances, tous les 16 candidats soient représentés, Parti Socialiste, Républicain, nous-mêmes bien sûr, les écologistes en marche, etc. Toutes les nuances. Voilà, pas de démocratie à moitié. Donc il y aura un débat qui permettra de trancher vraiment les grandes options entre ce que nous représentons et ce que Macron et son gouvernement, Macron-Philippe, représentent. Personnellement, je ne me fais aucune illusion sur ce nouveau gouvernement. Je pense que personne ici n'a d'illusion particulière sur ce que fera ce gouvernement pour les Français. D'ailleurs, nous n'avons pas voté pour ce gouvernement, naturellement. Ce gouvernement a beaucoup promis. Il a promis que ce serait la politique au service de toutes et tous, avec des ministères resserrés, remaniés dans leurs intitulés. On observe quand même que dans l'intitulé des ministères, il y a des tas de sujets qui sautent. L'artisanat, le commerce extérieur, la francophonie, la mer, les anciens combattants. Il n'y a plus de ministère pour tout ça. Même pas un vulgaire secrétariat d'État. Ça veut dire que ces sujets n'intéressent plus les équipes de M. Macron et de M. Philippe. Ce devait être aussi le renouveau des pratiques. Et vous avez tous vu il y a quelques heures ce début de polémique autour de M. Ferrand, qui aurait fait bénéficier sa femme d'une sorte d'avantage fiscal, me semble-t-il. Voilà.
Voilà, on a eu le Penelope Gate cet hiver, on va peut-être avoir un Ferrand Gate d'ici quelques jours. J'espère que Macron tiendra sa parole en faisant sauter M. Ferrand du gouvernement, parce que si les faits sont avérés, M. Ferrand le mériterait. Ce devait être aussi le renouveau des femmes et des hommes. Et on se retrouve, alors qu'on n'a pas voté pour, enfin nous on n'a pas voté de toute façon, mais les autres n'ont pas forcément voté pour, je pense, pour avoir Bayrou, pour avoir Collomb, pour avoir Le Maire, et pour avoir, j'ai oublié le quatrième, et sans doute pas très important, c'est Le Drian. Voilà. Ils n'ont pas voté, je pense, les électeurs de Macron, qui voulaient la rénovation, la réforme de la politique, la réforme des visages, etc. Ils n'ont pas voté pour avoir ces 4 personnages qui font de la politique depuis 30, 40 ans. C'est évident. Voilà. Donc il y a déjà, on savait qu'il y avait du mensonge, mais maintenant le mensonge est en acte avec Macron. Ce gouvernement ne va pas durer très longtemps. Il va durer d'autant moins longtemps qu'il y a les élections législatives des 11 et 18 juin, à laquelle je me présente dans la 8e circonscription de la Loire-Atlantique. Et nous sommes, pour notre part, le mouvement qui, il y a des années de cela, même des décennies de cela, puisque le Front National est un mouvement, est un vieux mouvement, mais je dis ça, c'est respectable, hein, est un mouvement ancien qui est dans la vie publique depuis des décennies, qui a une histoire, qui a une mémoire, qui a une identité. Cette identité, nous voulons la faire perdurer. Cela fait 45 ans que nous disons ce que nous voulons être et ce que nous voulons rester. Marine Le Pen le dit avec sa sensibilité et avec un grand talent, je dois dire. Ne vous laissez pas intimider par les querelles sur est-ce que le débat a été bon ou est-ce que le débat n'a pas été bon. D'ailleurs, notre présidente a eu le mérite, finalement, de faire son mea culpa, ce qui est assez rare en politique, et ce qui est tout à son honneur, je pense. Débat bon ou pas, Marine a réalisé 11 millions de suffrages. Mesurez le record historique que ça constitue. Alors qu'on était jusqu'ici à 6,4 millions, puis 7,7 millions, là on a encore gagné 3 millions de voix. 3 millions de Français qui naturellement ne votaient pas Front National à l'origine, que nous avons rassemblés. Nous avons de quoi être fiers de ce score-là. Alors nos candidats, nos 550 candidats partout en France, ils sont en train de battre la campagne, ils sont en train d'être sur le terrain à l'heure actuelle pour être demain des députés. Mais pas, je pense, pour gagner des sièges, même si bien sûr il faut gagner des sièges. Voilà, on ne fait pas ça pour avoir un strapontin. Nous menons ce combat pour demain, si nous sommes élus, et nous aurons beaucoup d'élus, être ces législateurs exigeants, humbles, consciencieux, qui défendront les intérêts des Françaises et des Français, des millions de Françaises et de Français qui auront voté pour nous, et qui défendront notamment les intérêts des plus fragiles d'entre nous, de ceux qui ont du mal à se trouver un logement, et qui, quand ils se trouvent un logement, tombent sur un logement insalubre ou un logement dont ils ne peuvent pas se payer le loyer, donc ils doivent se détacher de ce logement. Nous œuvrons et nous œuvrerons à l'Assemblée nationale pour tous ces Français qui se sentent menacés dans leur travail. Est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur travail? Est-ce qu'ils ne vont pas devoir demain travailler à 150 km de chez eux en vertu d'accords patronaux délirants, comme il y a eu l'accord national interprofessionnel il y a 3 ans? Est-ce qu'ils ne vont pas être déplacés dans leur propre pays et se faire concurrencer par d'autres déplacés qui sont les travailleurs détachés, dont Gilles, je pense, va nous parler dans quelques minutes? Nous œuvrerons pour que l'identité et la souveraineté nationale française ne soient pas simplement que des mots comme ça dans un dictionnaire, mais des valeurs que nous incarnerons par nos députés, par nos législateurs, qui seront des législateurs d'opposition peut-être ou de majorité. On verra le résultat des urnes. Très peu de ces législateurs nous défendent à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, vous le savez, puisque nous n'avons que 2 députés, alors que nous faisions à l'époque 20%, et même beaucoup plus maintenant, nous faisons 35%. 35% des voix, 2 députés, les écologistes en faisant 2%, en ont une vingtaine. Vous mesurez, le 2 poids 2 mesures, tout cela à cause d'un mauvais mode de scrutin que nous voulons changer également, puisque nous voulons la proportionnelle intégrale. On fait 10% des voix, on a 10% des sièges, c'est aussi simple que ça. C'est ça la démocratie. Il ne faut pas nous dire ensuite qu'on est antidémocrate ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas nous sortir des cérémonies officielles, comme je l'ai été avec mon camarade Laurent il y a quelques semaines, parce qu'on serait fasciste, antidémocrate, totalitaire, je ne sais quoi. Parce que la démocratie, nous la demandons au quotidien, nous la faisons vivre au quotidien, notamment lorsque nous sommes élus dans les conseils municipaux
d'opposition comme nous le sommes à Saint-Nazaire, c'est cela, faire vivre la démocratie. C'est pas simplement parler sur les affiches avec des mots un peu magiques, hein, vivre ensemble et tolérance et diversité, je ne sais quoi. C'est pas ça, faire vivre la démocratie. Nous, nous faisons vivre la démocratie. Nos législateurs, nous faisons vivre la démocratie à notre échelle locale. Nos législateurs, à l'échelle nationale, la feront vivre d'autant mieux. Parce qu'ils seront d'autant plus nombreux dans 3 semaines, quand nous aurons nos dizaines de députés et peut-être une majorité parlementaire. Ils nous défendent d'ores et déjà à l'Assemblée nationale, ils vous défendent également à l'Assemblée européenne, et je laisse la parole à l'un de nos députés de l'Ouest, Gilles Le Breton, que nous avons élu il y a 3 ans, et on en a eu pour notre argent, puisque Gilles nous défend, et nous défendra encore dans les années qui viennent. Je lui laisse la parole. Chers amis, c'est toujours avec plaisir que je reviens dans cette agglomération de Saint-Nazaire. Effectivement, ça fait pas mal de fois maintenant, et prochainement je reviendrai d'ailleurs fidèle à la fête de l'industrie. J'ai ici d'excellents souvenirs, notamment quand j'étais venu faire une conférence de presse devant les 2 Mistral, qu'on avait dans un premier temps vendu à la Russie, et puis finalement, en raison de circonstances extérieures, le président Hollande avait décidé d'y renoncer. Et pour une fois, je dois dire, la presse était venue très nombreuse, y compris la presse internationale. La presse russe était venue, et elle m'est restée fidèle depuis. Ce qui me vaut quelques ennuis supplémentaires au Parlement européen, puisque le seul fait d'être interviewé régulièrement par la presse russe fait peser sur moi maintenant quelques suspicions, je ne vous le cache pas. Le monde est ainsi fait. En tout cas, moi, personnellement, j'ai apprécié les grandes qualités d'indépendance de la presse russe, je dois dire, qui me pose toutes les questions qu'elle veut, des questions parfois très franches, et qui publie toujours mes réponses, sans les tronquer. Donc ça, c'est une belle qualité que certains représentants de la presse française n'ont pas toujours forcément. Alors, sachez que Gauthier a très bien parlé. Nous n'avons pas besoin du soutien de célébrités, du soutien des équivalents de Madame de Taubira. Nous avons le soutien du peuple. Et c'est pour ça que nous faisons de la politique, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes populaires derrière notre action. C'est vrai, bien sûr, pour les députés que nous allons élire à l'Assemblée nationale. C'est vrai aussi pour les députés au Parlement européen. On fait le même travail, on défend tous notre peuple. Et c'est important de s'en rappeler. Avant de dire quelques mots sur les élections législatives, j'aimerais faire un bref retour sur les élections présidentielles, comme Gauthier l'a fait, parce que ça me semble important. Je suis au contact de nos militants partout dans l'Ouest, et je sais que beaucoup ont éprouvé une certaine déception à la lecture des résultats du second tour. On aurait tous préféré gagner, évidemment, mais très sincèrement, c'était encore un peu tôt cette année, malheureusement. Je m'en suis aperçu dès les résultats du premier tour, où Marine était qualifiée comme nous l'espérions, mais avec 21,5% en deuxième position, pour espérer gagner. Moi, j'avais toujours pensé qu'il fallait virer en tête avec environ 28% et quelques points d'avance. Après, c'était beaucoup plus dur. C'était aussi l'analyse de Marine Le Pen, et je le sais, puisque je faisais partie de son conseil stratégique. Donc on se réunissait en moyenne une fois par semaine pour discuter de la marche à suivre. Et elle a fait le choix, c'est le choix qui lui appartient, de prendre tous les risques entre les 2 tours pour tenter d'inverser la tendance, puisqu'il fallait prendre des risques. Et dans un premier temps, je dois dire que ça a marché. La première semaine de campagne entre les 2 tours a été assez magique, avec un très beau meeting à Paris, où j'étais, avec une belle ambiance, et puis surtout avec le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, cet accord qui a été passé, et qui était quand même une excellente nouvelle pour les patriotes, parce que finalement, Dupont-Aignan, nous le savons tous, c'est un patriote aussi, et donc il n'y avait pas de raison de ne pas nouer une alliance entre les 2 tours. Voilà. Alors, le débat ensuite, elle a fait le choix, elle l'a expliqué, d'adopter une attitude offensive, plutôt que de présenter en détail son programme, ce qu'elle avait en fait déjà fait. Elle a fait le choix d'essayer de mettre en avant les contradictions de son adversaire, de montrer quels intérêts il servait. Ça aurait pu marcher, mais force est de constater que ça n'a pas marché. Bon. Alors, moi je ne dis pas qu'elle a raté son débat, je dis qu'elle a choisi en toute connaissance de cause une stratégie risquée qui n'a pas marché. Et c'est aussi au fond ce qu'elle essaye d'expliquer. Alors je crois
crois que nous devons lui garder toute notre confiance parce qu'il est certain qu'elle aurait abordé ce débat d'une autre façon si elle avait été en meilleure position. Mais là, il faut bien comprendre qu'il fallait prendre des risques et c'est ceux qu'elle a choisi de prendre. Alors, ce qui est important, c'est que tout n'est pas fini malgré tout. On a quand même fait un résultat extraordinaire. Je vous rappelle qu'il y a encore 5 ans, Marine Le Pen avait fait 18% et n'avait pas été qualifiée pour le deuxième tour. Là, elle a réussi à se qualifier pour le deuxième tour, et ce qui est quand même un tour de force, parce que, sincèrement, la plupart des médias ne sont pas favorables, il faut le dire, hein. Et ça ne nous a pas échappé. Et en outre, elle a fait finalement 34%, c'est-à-dire près de 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Quels sont, au cours de l'histoire de France, les candidats qui ont réussi un tel tour de force, c'est-à-dire d'une élection à l'autre, pratiquement doubler leur score? Eh bien, je pourrais dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un authentique exploit. Et donc l'aventure n'est évidemment pas finie, elle est à poursuivre. Nous aurons encore une belle carte à jouer aux prochaines présidentielles, mais en attendant, nous avons les législatives, et les législatives, c'est important aussi. Alors, Marine m'a fait l'amitié et la confiance de me nommer dans le bureau de campagne des législatives, donc là encore, je continue à l'avoir en moyenne 1 fois par semaine pour discuter de la stratégie à suivre. Et évidemment, l'objectif, c'est de rebondir, de remobiliser les militants. Parce que je sais que beaucoup sont fatigués, on a beaucoup tracté, on a collé, on s'est donné beaucoup de mal, mais ça n'est pas fini. Il faut continuer. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que les élections législatives, elles sont importantes pour 2 raisons. Alors la première raison, bien sûr, c'est qu'il faut que nous ayons un groupe parlementaire. Si on veut peser dans la vie politique nationale, il faut avoir au moins 15 députés. Pour avoir un groupe, il faut 15 députés. Et on peut largement le faire. Mais attention, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Normalement, on devrait le faire. Mais encore faut-il repartir sur le terrain, être fidèle à ce qui fait nos qualités, c'est-à-dire c'est le porte-à-porte, c'est les marchés, c'est la présence sur le terrain. Bon, sachez que moi-même, j'essaye de donner l'exemple. Quand je ne suis pas à Bruxelles ou à Strasbourg, je fais aussi les marchés, je traque avec des militants. Il faut vraiment qu'on s'y mette tous. Ça n'est pas fini, hein. Il ne faut pas se dire qu'on a fait le travail au présidentiel. Franchement, si on n'a pas le groupe parlementaire, là pour le coup, ça sera un échec. Donc l'objectif, il est simple, il faut y aller, il faut que nous ayons au moins ces 15 députés, et j'espère en réalité beaucoup plus si on poursuit nos efforts. Alors la conjoncture n'est pas mauvaise pour nous, hein, parce que nous avons en face pas mal d'éléments qui sont objectivement observables et qui nous sont favorables. D'abord, le Parti socialiste est en pleine déliquescence. Or, c'était quand même jusqu'à présent un de nos opposants les plus forts. Il est en pleine chute. Donc ça, c'est porteur d'espoir pour nous. À la place, il y a ce nouveau mouvement En Marche qui tente de prendre au fond sa suite, mais avec des candidats qui sont souvent nouveaux, un peu inexpérimentés, avec aussi un mouvement qui n'a pas une image de marque très claire. On ne sait pas encore très bien ce que c'est En Marche. Est-ce que c'est le PS avec un changement de nom? Est-ce que c'est une tentative de faire un nouveau centre? Est-ce que c'est une entreprise de recyclage des vieilles noires? Parfois c'est ça aussi. Donc vous voyez, c'est une image un peu brouillée. Macron, lui, a su, pendant les présidentielles, se construire l'image d'un homme avenant, sympathique, compétent. Bon, apparemment, c'est ce que les Français ont pensé. Mais son mouvement, c'est autre chose. Son mouvement, c'est une inconnue encore. Donc ça nous est favorable, parce que le Front National, lui, en revanche, on connaît ses qualités. Et on connaît souvent beaucoup de ses cadres. Et ici, Gauthier Boucher est déjà connu. Et puis, notre autre grand opposant traditionnel, c'est les Républicains. Et les Républicains, alors eux aussi, ils sont en pleine crise. Les Républicains, quand on vote Républicain en législative, on ne sait pas très bien si on vote pour l'opposition ou pour la majorité, à dire vrai. Puisqu'on sait très bien ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la nouvelle Assemblée nationale sera élue, il va y avoir pas mal de ralliements, de députés républicains qui vont comme ça, sous un prétexte ou sous un autre, se découvrir des proximités avec la nouvelle majorité. Alors moi, je vous dis qu'il faut être lucide. Macron, il aura une majorité, à mon avis, de toute façon. C'est à peu près ce qu'on pense majoritairement au Front National. Pourquoi? Parce qu'il y a le jeu institutionnel qui fait que les gens ne vont pas vouloir se déjuger et vont essayer de lui donner une majorité. Et même s'il n'arrive pas, ce qui est bien possible, à l'avoir uniquement avec les En Marche, eh bien, de toute façon, vous voyez bien ce qui est en train de se produire. Il y a pas mal de députés de droite et de gauche qui iront à la soupe. Bon, certains ont déjà commencé comme Manuel Valls. Mais le mouvement, à mon avis, va se précipiter. Et
sa majorité, il la trouvera toujours dans de telles circonstances. Les gens iront à la soupe. Ça, Macron, il a réussi à provoquer ce mouvement qui ramène à lui. Mais c'est la raison pour laquelle nous, on a une belle carte à jouer, parce que si nous réussissons la campagne législative, nous allons être identifiés par les électeurs comme la seule force d'opposition crédible, organisée face à lui. La principale force d'opposition. Parce que nous, les gens ont bien compris que nous, on ne va pas se rallier à Macron. Nous, on est face à lui. Et pourquoi? Parce qu'on a un projet politique qui est complètement différent. Macron, c'est tout notre opposé absolu. Macron, c'est un fédéraliste européen. C'est quelqu'un qui est prêt à ouvrir nos frontières pour faire venir les migrants. Il ne faut pas hésiter à dire que Mme Merkel, c'était son modèle en la matière. Ça fait quand même frémir. Alors que nous, c'est tout à fait l'inverse. Nous sommes pour une France souveraine et nous sommes évidemment pour la maîtrise de nos frontières nationales, pour arrêter cette immigration qui risque de nous submerger et qui a d'ailleurs déjà commencé à le faire. Je crois que les Français ont quand même commencé à réaliser quand il y a eu toutes ces relocalisations qui étaient quand même spectaculaires et contre lesquelles on a protesté avec pas mal de soutien d'ailleurs, il faut bien dire. J'avais été protesté à Fougères, petite ville très tranquille où il ne se passe généralement rien. Et là, on était quand même 200 à protester devant la sous-préfecture pour protester contre une cinquantaine de relocalisations et 50 d'un coup pour Fougères, c'était quand même beaucoup. Donc là, les gens ont eu une vraie prise de conscience. La deuxième raison pour laquelle il faut se battre aux législatives, outre la nécessité d'avoir un groupe parlementaire, eh bien, c'est de financer notre parti. Car vous savez que chaque voix aux législatives rapporte un peu plus d'1 euro au parti pendant les 5 ans. Et donc, c'est une source de financement importante, surtout que nous n'avons pas de sponsors riches, contrairement à M. Macron. Et on n'a pas de banques qui sont prêtes à nous suivre. Par conséquent, nos résultats aux législatives sont absolument décisifs pour nous permettre de nous financer et de préparer les élections suivantes. C'est aussi bête que ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est à la limite un argument pour les sympathisants qui diraient que les législatives, c'est moins important que les présidentielles, je ne me déplace pas. Eh bien, s'ils sont attachés au Front National, s'ils souhaitent que le Front National ait les moyens de continuer à se battre, il faut se déplacer justement, parce que chaque bulletin Front National apporte un peu de financement au parti. Et c'est notre principale source de financement. Alors c'est d'autant plus vrai que si vous suivez l'actualité, M. Macron, qui est extrêmement habile en réalité, va essayer de nous asphyxier financièrement. Ça a commencé. Son projet de loi, voilà Alain à vélo qui arrive, et on salue. Monsieur le secrétaire départemental, si, avec retard, on a eu des embouteillages. Oui, j'imagine qu'il faut excuser. Est-ce qu'on a une chaise pour Alain? On va t'amener une chaise. Voilà, réfléchissez en train de dire. On va voir si vous suivez. Voilà, on va être asphyxié parce qu'il y a un projet de loi de modernisation de la vie politique, de la vie publique, qui est à l'heure actuelle lancé. M. Dosière est en train de faire des propositions. Et la proposition la plus inquiétante pour nous, c'est que les associations de financement qu'on appelle les micro-partis ne pourraient plus prêter d'argent lors des élections. Donc nous, c'est l'équivalent de JAM, qui ne pourraient plus prêter, Cotolec, etc. Alors c'est très inquiétant parce que nous, les banques, vous le savez bien, les banques refusent, toutes les banques, pas seulement les banques françaises, toutes les banques refusent de nous financer. Donc on a cette solution-là pour trouver l'argent qui nous manque, parce que financer des élections, ça coûte cher, même si l'État nous rembourse, il faut quand même avancer l'argent. Et si on nous interdit aussi ce moyen-là, vous voyez, on va être vraiment très gênés. Donc, raison de plus pour sortir le plus fort possible de ces élections législatives, pour essayer de nous opposer à cette infamie, en tout cas de la dénoncer. Plus nous serons nombreux à être élus, plus nous pourrons la dénoncer efficacement. Il y a autre chose qui est inquiétant dans le projet Macron, c'est que déjà il nous concocte son projet de loi travail 2, vous savez, la loi des conneries puissance 10. Il veut plus de flexibilité, il veut des accords de travail dans chaque entreprise qui pourrait déroger au code du travail, etc. Enfin, c'est la flexibilité absolue. Et il faut savoir, alors moi-même j'étais tenté de dire, il est en train d'obéir à l'Union européenne.
Mais il va encore plus loin. Parce que la nouvelle étonnante qui est sortie ces derniers jours, c'est que l'Union européenne est en train de dire à Macron, attendez, bon, calmez-vous, on vous en demande pas tant quand même. Hein. Donc ça, c'est un comble. C'est-à-dire que Macron va encore au-delà de ce qu'exige l'Union européenne. L'Union européenne disant, mais la loi El Khomri, c'est déjà pas mal pour commencer, on pourra peut-être voir ce que ça donne. En matière de flexibilité, c'est déjà pas mal. Non, il ira plus loin, ne faites aucune illusion. Macron, c'est pas seulement un européiste, contrairement à ce que je croyais, qui obéit le doigt sur la couture du pantalon Madame Merkel, c'est vraiment un européiste fou qui veut aller encore plus loin. Il veut être exemplaire. Donc, je peux vous garantir que ça nous promet des jours angoissants. Raison de plus pour cela. Alors, je suis donc quand même confiant. Hein, je pense qu'on va sortir renforcé de ces législatives. Ce qui est bien, c'est que Marine Le Pen a décidé de se présenter aux élections législatives dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Il fallait le faire. Moi, c'est ce que je lui avais conseillé. Je crois que ça aurait été une erreur de ne pas se présenter. Heureusement, elle a écouté ses conseillers qui lui conseillaient de se présenter plutôt que les autres. Je m'en réjouis, parce qu'elle va sans doute être élue. Et ça va lui permettre à elle-même, personnellement, de rebondir immédiatement, de montrer qu'elle est toujours là, que c'est toujours une femme politique de premier plan. Et elle dirigera tout naturellement notre groupe politique à l'Assemblée nationale, et ça sera donc, véritablement, une personnalité qu'on verra encore plus dorénavant. Parce qu'elle ne sera plus exilée à Bruxelles ou à Strasbourg, on est un peu loin du théâtre national. Là, elle sera en plein dedans. Donc, vous voyez qu'on va en ressortir vraisemblablement renforcé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est vraiment toujours sur notre pente ascendante. On continue à monter. Il faut faire passer le message. C'est bien qu'on est fatigué, mais il faut continuer à faire. Et puis, que se passera-t-il à l'Union européenne? Eh bien, rassurez-vous, à l'Union européenne, on continuera, comme d'habitude, à se battre, puisque Marine cédera sa place à un suivant de liste. Et donc, on aura toujours le même nombre de députés européens, ça ne changera rien de ce point de vue. Alors, bien sûr, nous, on perdra Marine, il faudra désigner un autre président de groupe, notre groupe Europe des Nations et des Libertés, qui est par Marine, qui était la personnalité indiscutable pour le diriger. Quand elle ne sera plus là, il n'y aura plus de personnalité indiscutable. On se réunira et puis on désignera quelqu'un d'autre, on ne sait pas encore qui. Mais on s'en sortira toujours. Parce que ce qu'a réussi Marine à Bruxelles, c'est qu'elle a réussi à créer un groupe qui est extrêmement uni. Sachez qu'entre députés de nationalités différentes, mais appartenant au même groupe, nous déjeunons régulièrement ensemble, on se voit dans un cadre d'amitié, et pas seulement politique, et donc nous sommes très unis entre nous. Et puis comme moi-même je suis membre de la commission des affaires juridiques, j'ai le redoutable privilège à ce titre de défendre tous nos députés qui sont attaqués. Leurs États respectifs souhaitent pour une raison ou pour une autre lever leur immunité parlementaire. Et ça, je peux vous dire, ça crée des liens. De défendre des gens qui sont menacés par la justice de leur pays, évidemment, les gens viennent me voir, on essaie de voir leur dossier ensemble, ça crée des sacrés liens. Hein, et c'est le bon côté de la chose, si vous voulez. Des fois je perds, des fois je gagne. Je perds plus souvent que je gagne, parce que Bruxelles, c'est un milieu avec nous qui est tout à fait impitoyable, mais on se bat et l'ambiance est là, croyez-moi. Alors sur le fond des dossiers, je vais vous dire tenir au courant de ce qui se passe. Vous savez, quand je me suis fait élire, j'avais dit qu'il y avait 3 grands dossiers sur la table, et finalement je ne m'étais pas trompé, parce qu'ils continuent à nous agiter, à l'heure actuelle, toujours ces 3 grands dossiers-là. Le premier grand dossier, c'est les travailleurs détachés, bien sûr. Souvenez-vous, on a fait du chemin quand même. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des travailleurs détachés. Vous parlez de ça aux gens, les gens leur disent oui, puis ils sentent confusément que c'est quelque chose de pas bien. Quand je me suis présenté il y a 3 ans, que j'ai dit un de mes 3 grands dossiers, c'est les travailleurs détachés, franchement, beaucoup de gens me regardaient en disant qu'est-ce que c'est que ça? On a quand même fait du chemin. Ce thème-là, on l'a imposé. Et on oblige l'Union européenne à reculer. Pourquoi? En 2014 déjà, l'Union européenne a été obligée de réviser sa directive de 96. On faisait tellement de bruit. En 2014, ils ont essayé de lutter contre une dérive, ce qu'ils appellent les travailleurs détachés illégaux. C'est-à-dire que c'est une pratique qui consistait, pour les entreprises françaises, à créer des sociétés boîtes aux lettres, c'est-à-dire des sociétés qui n'ont pas d'activité réelle à l'étranger, en général en Europe de l'Est ou en Europe du Sud. Et ensuite, ces entreprises fictives, donc, recrutaient des travailleurs uniquement pour les détacher chez nous. Et vous voyez que c'est les entreprises françaises, pas toutes, mais certaines entreprises
françaises, qui avaient organisé comme ça leur circuit pour se créer elles-mêmes des travailleurs détachés. Alors que dans le système initial tel que l'Union l'avait rêvé, c'était pas comme ça que ça devait se passer. C'était des vraies entreprises qui travaillaient vraiment à l'étranger, qui détachaient des travailleurs chez nous. Alors c'était déjà pas un bon système, mais c'était pas des sociétés fictives. Et là, on a réussi en quelque sorte à faire un système encore pire pour augmenter le nombre de travailleurs détachés. Et tant et si bien qu'en 2014, quand on a fait le bilan, il y avait autant de travailleurs détachés illégaux, notamment recrutés par ce système de société boîte à lettres, que de travailleurs détachés légaux. C'est-à-dire qu'en fait, les vrais chiffres, c'est 300 000 légaux et 300 000 illégaux, rien qu'en France. Donc, on a tellement fait de bruit qu'en 2014, il y a une révision qui a essayé de mettre fin à ce système de société boîte à lettres. Donc, vous voyez, on sent bien que l'Union est en position défensive. Elle est obligée d'essayer de moraliser un peu tout ça pour limiter la casse sociale. Et comme on a continué à crier, et puis que ça devient de plus en plus impopulaire, eh bien, à l'heure où je vous parle, en 2017, il y a un nouveau texte, une nouvelle réforme qui est à l'étude, et qui consisterait à mettre fin à l'un des deux scandales des travailleurs détachés. Alors, l'un des deux scandales auxquels on ne peut pas toucher, l'Union ne veut pas y toucher, c'est le fait que les charges sociales sont payées dans le pays d'origine. Ça continuera, vous ne faites aucune illusion. Et pour cause, puisque c'est le principal intérêt des travailleurs détachés pour les entreprises qui recrutent. Donc ça, on n'arrive pas à faire sauter ça. Mais en revanche, la deuxième chose qui était choquante, c'était qu'on considérait qu'on pouvait payer moins un travailleur détaché qu'un travailleur national. Et donc, du coup, il était encore plus rentable. Et bien, désormais, avec ce qu'on essaye de faire voter, ce serait fini. Il y aurait un nouveau principe qui serait à travail égal, salaire égal. Donc, les travailleurs détachés devraient avoir les mêmes salaires et les mêmes primes que les travailleurs nationaux. Donc, vous voyez, l'Union européenne est en train de nous accorder ça, elle recule. Cela dit, bon, ne nous faisons pas d'illusions, ça sera très difficile sur le terrain de vérifier qu'il y ait bien respect de ce principe travail égal, salaire égal. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de me convertir aux travailleurs détachés. Pas du tout. Je suis en train de vous dire que l'Union recule, mais moi je n'ai pas changé d'avis. Ce que je veux, c'est la fin pure et simple du système de travailleurs détachés. Et croyez-moi, là-dessus, on ne transige pas, alors on se bat. Voilà, mais vous voyez, on a quelques petites victoires. On est suffisamment fort pour obliger l'Union à reculer, parce qu'on sent bien que derrière nous, il y a l'opinion publique qui est attentive. Et ils ont tellement eu peur de perdre des présidentielles, en plus, que là, ils sont prêts vraiment à lâcher. Le deuxième grand dossier qui est toujours d'actualité, c'est les traités de libre-échange. Quand j'avais fait campagne en 2014, celui que j'avais dans le collimateur, c'était le TAFTA, le traité de libre-échange et des alliés. Alors là, on a gagné. Il faut bien dire, on a gagné. Parce que bien sûr, qu'on vous dira, mais non, c'est pas nous, c'est Trump qui, quand il est arrivé au pouvoir, a dit je n'en veux plus. C'est vrai. Sauf que souvenez-vous quand même d'une chose. S'il n'y avait pas eu de députés Front National et de députés alliés, l'Europe des Nations et des Libertés, qu'est-ce qui se serait passé? Tout aurait été signé avant l'arrivée de Trump. C'était ça l'objectif. Et on s'est tellement battu, on a fait tellement de bruit, on a tellement gagné de temps. Moi, n'oubliez pas que j'ai réussi à me faire élire pour aller à Washington rencontrer les négociateurs américains du TAFTA. Vous voyez, on a quand même fait beaucoup de bruit. Et pour y aller, d'ailleurs, j'ai eu la complicité de nos amis britanniques de UKIP qui se sont arrangés en fait pour me laisser la place à laquelle ils avaient droit. Vous voyez, ça s'est joué un peu comme ça. Alors qu'on n'est pas alliés officiellement. Eh bien, on a fait tellement de bruit qu'on a fait traîner les choses. Trump a été élu, et là, clac, on a gagné. Le TAFTA, c'est fini. Et je peux vous dire que là, rien que pour ça, je suis fier de m'être donné tout ce mal, parce que ça aurait été catastrophique pour notre industrie, et encore plus pour notre agriculture. C'était la fin. Les Américains avaient déjà commencé, avant Trump, à mettre au point des fermes gigantesques qui allaient produire du bétail, du lait, etc., uniquement pour nous envahir à des prix défiant toute concurrence. On était morts. Voilà. Alors ce qui nous sauve, c'est que Trump voit les choses autrement, finalement, et y a renoncé, alors même que c'était probablement l'intérêt des Américains que de le faire, mais voilà, il y a une conception des choses qu'il faut saluer. Hein. Trump est constamment critiqué, en général, par la presse française, mais c'est un homme qui a des convictions. Hein. Il essaye de les mener jusqu'où il peut. Moi, je lui rends hommage pour ça. Alors, à l'heure actuelle, on vient de gagner ces derniers jours un magnifique combat aussi. Alors, les traités de libre-échange, il n'y a pas que ceux avec les États-Unis. Il y en a d'autres qui continuent leur vie. Vous savez que l'Union européenne veut passer, en fait, c'est vrai ce que je dis, des traités de libre-échange avec le monde entier. Avec le monde entier.
On a un projet, par exemple, de traité de libre-échange avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, gros producteurs agricoles, très dangereux pour nous. Voilà, c'est en cours. Et puis, on en a passé un avec Singapour. Alors, Singapour, vous me direz, c'est un plus petit État, bon, je suis d'accord. Mais, justement, là où les eurocrates, qui sont parfois bêtes, ne nous ont pas vu venir, c'est qu'on a réussi à les emmener sur un terrain juridique. On avait notre petite idée derrière la tête, ils n'ont pas réagi, et on vient de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma commission, dans la commission des affaires juridiques, on a mis en doute la nature juridique du traité de libre-échange avec Singapour. Il y a deux traités dans l'Union européenne. Il y a deux catégories de traités. Une première catégorie de traités qui sont des traités qui peuvent être passés par l'Union européenne toute seule. Dans ce cas-là, les parlements nationaux n'ont pas besoin d'être consultés. C'est comme ça. Et là, la commission de Bruxelles nous disait, à propos du traité avec Singapour, c'est un traité qui ne dépend que de l'Union, donc on votera tout ça. Et puis, il y a une deuxième catégorie de traités qu'on appelle les accords mixtes, les traités mixtes. Et comme leur nom l'indique, ça signifie qu'ils doivent être ratifiés non pas seulement par le Parlement européen, par l'Union européenne, mais aussi par les parlements nationaux. Et évidemment, nous, ce qu'on a prétendu au Front National dans cette commission des affaires juridiques, en attaquant uniquement le traité avec Singapour, parce que comme il était petit, on s'est dit qu'il y a peut-être moins de résistance, on a dit c'est un accord mixte. Et on a demandé, ce qui est notre droit, au Parlement de saisir la Cour de justice de l'Union pour qu'elle tranche. Et elle vient de rendre son verdict il y a quelques jours, et on a gagné. La Cour dit que c'est un traité mixte. C'est-à-dire que le traité de libre-échange avec Singapour a du plomb dans l'aile, parce que pour entrer en vigueur, il va falloir qu'il soit ratifié, non pas seulement par l'Union, mais par tous les parlements nationaux. C'est-à-dire qu'il en reste quand même 27. Et ça nous donne, nous, à la France, à notre Parlement français, un droit de veto. On peut dire non. Alors vous allez me dire, le Singapour, c'est pas grand-chose. Bien oui, mais en réalité, derrière Singapour, qu'est-ce que je disais? Tous les autres. Parce que le traité de libre-échange avec Singapour, il est calqué sur le même modèle que les traités de libre-échange avec les très grands pays, comme celui avec le Canada, par exemple. Je ne sais pas. Dès lors qu'on a gagné pour Singapour, nous, ce qu'on va dire maintenant, c'est que la solution qui a été donnée pour Singapour, c'est valable aussi pour les traités de libre-échange avec les autres pays. On est en train de torpiller toute la politique de libre-échange de l'Union. C'est potentiellement une victoire énorme. Et la preuve que les eurocrates ont compris qu'on avait peut-être marqué un point très important, c'est qu'on a demandé la semaine dernière à ce que soit inscrit à l'ordre du jour de la commission des affaires juridiques les conséquences, l'examen des conséquences juridiques de la décision de la Cour de justice sur Singapour. Parce que je veux faire dire officiellement que ça concerne tous les traités de libre-échange. Ils ont senti le danger parce qu'ils trouvent des prétextes pour ajourner la réunion. Ils cherchent des arguments pour essayer de dire que ça ne vaut que pour Singapour. Ils sont très mal. Voilà, donc sur ce deuxième grand dossier, vous voyez qu'on marque des points très précieux aussi, et même on a des victoires. Le troisième grand dossier, c'est le plus délicat, c'est Schengen. Eh oui, Schengen. Et là, évidemment, là, on touche à la substance même de l'Union. Hein. L'Union, vous l'avez bien compris, accorde une importance démesurée à Schengen. Pour l'Union, Schengen, c'est le symbole de la liberté d'aller et venir. Vous savez qu'elle est l'un de leurs grands dogmes. Mais néanmoins, moi, je constate que c'est mal en point. Alors, officiellement, bien sûr, Schengen est toujours en vigueur. Mais il y a des clauses dans le traité de Schengen qui permettent de rétablir temporairement des contrôles aux frontières nationales. Et là, vu la vague migratoire qu'on a connue, eh bien, beaucoup d'États ont fait jouer, avec l'accord de la Commission de Bruxelles, cette possibilité de rétablir temporairement les frontières nationales. Sauf que maintenant, les États commencent à désobéir. Bruxelles leur dit, attendez, c'était temporaire, maintenant il faut réouvrir. Et beaucoup d'États disent, non, nous, on ne veut pas. Alors vous avez, par exemple, le Danemark, qui a déclaré qu'il souhaitait continuer à contrôler ses frontières, alors que Bruxelles lui demande d'arrêter. Vous avez aussi des résistances d'un autre genre avec des pays qui ne veulent pas relocaliser les migrants, mais ça, c'est Schengen aussi. Vous avez l'Autriche qui traîne des pieds. L'Autriche, c'est un pays quand même assez important dans l'Union. C'est l'histoire de l'Autriche, c'est un empire très important, donc toujours une certaine influence dans les Autrichiens. Vous avez toute l'Europe de l'Est, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie. Ce sont des pays qui ne veulent pas de migrants. La Hongrie et la Pologne, eux, ils ont dit, nous, c'est zéro migrant. Zéro migrant relocalisé.
Et à telle enseigne que le président Juncker, le président de la Commission, ne sachant plus que faire, les menaces de sanctions. Et ces deux pays viennent de répondre que les sanctions de l'Union européenne ne leur faisaient pas. C'est-à-dire que c'est une menace. Hein. Si on les agace trop, ils sont prêts à la limite à entrer en sécession. Hein. Ça va très mal. Voilà. Donc vous voyez que même sur Schengen, où en apparence, sur le plan juridique, on n'a pas gagné, eh bien en réalité, on constate que il y a tellement d'inquiétudes maintenant dans la plupart des peuples européens que Schengen est en train de s'écrouler. Et je dirais que, pour conclure, si vous voulez, il ne faut pas s'affoler de la victoire de Macron. Macron, c'est un européiste, mais c'est déjà, je dirais, un homme du passé. Parce que l'avenir nous appartient, l'avenir appartient aux patriotes, à ceux qui rêvent de retrouver leur souveraineté. C'est la marche de l'histoire telle que je l'observe tous les jours. Et sachez qu'il y a un signe qui ne trompe pas. Quand je fais mes discours dans l'hémicycle, il y a encore quelques députés, quelquefois je suis tout seul, mais il y a encore quelques députés, et je vais dire que je suis souvent tout seul. Mais vous savez pourquoi? Parce que souvent je fais des discours à 23h, Front National, on nous relègue au bout de la nuit. Hein. Mais enfin, quand j'arrive à intervenir un peu plus tôt, eh bien je suis de plus en plus souvent applaudi. Et récemment, j'ai fait un discours assez dur, il y a 10 jours à peine, un discours assez dur sur l'immigration, justement. J'ai dit tout ce que je pensais, en notre nom, ce que vous pensez aussi, j'imagine. Et à ma grande surprise, tous les députés qui étaient là, les courageux, m'ont applaudi. Et pourtant, ils n'étaient pas de mon groupe, hein, donc c'était vraiment... et sur la vidéo, on voit très bien les applaudissements qui sont coupés très vite, mais on a... Oui, ils sont coupés très vite, oui, forcément, évidemment. Mais on a le temps quand même de voir que c'est assez nourri. Donc ça, si vous voulez, c'est un signe qui ne trompe pas. Les députés, ils ne sont jamais que les représentants de leur peuple. Et vous savez, même si au départ, ils étaient très éloignés de nos conceptions, ils ne sont pas aveugles ni sourds, hein, et puis ils aimeraient bien se faire réélire un jour, et ou tout le moins être populaires, ce qui est naturel. Et donc, je trouve qu'ils évoluent très vite. Et de plus en plus de gens viennent nous voir, moi, Marine, nous dire qu'au fond, on a peut-être raison, etc. Et franchement, on tient le bon bout. Donc ne nous décourageons pas. Macron a gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Et l'Union européenne, encore moins. On finira par gagner. Ce brillant exposé. Je vais aller un peu plus loin que lui, mais on va parler de Saint-Nazaire un peu. On va parler simplement. Il a abordé le problème de la presse à Saint-Nazaire. Je vais vous donner une petite explication sur ce sujet. Gauthier, en tant que représentant du Front National à Saint-Nazaire de la 9e circonscription, oui, donc envoie des textes à toute la presse, comme tous les candidats. Je pense un communiqué de presse sur 3 est communiqué. Par contre, vous allez vous apercevoir que notre maire adjointe, Madame Degnaud, ex du Parti Socialiste, enfin je ne sais pas si le Parti Socialiste existe toujours, mais on parle sans arrêt de Madame Degnaud dans la presse, vous verrez qu'on lui laisse une grande place sur notre presse locale. Alors, certains amis me disent, mais pourquoi vous correspondez avec Ouest France, parce que nous sommes obligés. Nous avons nos réseaux sociaux. Il faut reconnaître, nos réseaux sociaux n'ont pas la puissance de précisément d'Ouest France. Donc il faut continuer le combat là-dessus. Il faut continuer le combat en permanence. Par contre, relayez si vous avez des applications sociales. Il faut diffuser les discours de Gauthier. Il faut diffuser ces messages. Notre ami, monsieur Avello, patron du FN 44, est parmi nous. Est-ce que tu as envie de prendre un peu la parole, non? Ouais, j'arrive un peu tard. Voilà, pour cause d'embouteillage, je le disais, hein, c'est le week-end. Non, je ne dirai pas quoi que ce soit de particulier. Sinon, je me réjouis effectivement de venir soutenir Gauthier, dont je vois, et je lui ai dit l'autre jour, à l'occasion d'une réunion que nous faisions sur la 5e circonscription, qu'il mène une campagne qui est quand même tout à fait épatante. Et tout le monde peut le mesurer. Voilà. Bravo Gauthier. Une bonne nouvelle, je vous annonce qu'une petite collation sera servie et vous pourrez discuter avec Gilles, avec tous nos responsables. Je crois que c'est... Non, c'est pas le meilleur moment, mais c'est le moment le plus intime où on peut parler
de cas particuliers, de réflexions particulières avec nos élus, dont Gilles, que nous inviterons, je pense, en juillet, pour faire, comme d'habitude, notre fête de l'industrie. Allez!